Le sommeil en ultra-trail est un sujet aussi passionnant que complexe, et leurs interactions sont loin d'être faciles à comprendre. Dans ce Scientific Day partie 2, je vous propose de faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur le sommeil en ultra. Pour aller plus loin dans ces réflexions, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités de marque, Guillaume Millet et Mathieu Berger. Guillaume est professeur de physiologie du sport à l'université de Saint-Étienne. Il a publié de nombreux articles sur le sujet et est aujourd'hui considéré comme un des leaders de cette thématique de recherche. Mathieu Berger est docteur en physiologie de l'exercice. Il a réalisé sa thèse sur le sujet du sommeil de manière générale et a également publié plusieurs travaux sur ce dernier. Ensemble, Guillaume et Mathieu nous accordent un moment pour comprendre par exemple s'il est possible de stocker du sommeil. Est-ce qu'augmenter la durée de ses nuits améliore la performance? Ou encore, comment lutter contre la fatigue en ultra-trail? Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Nuit gagnante, partie 2. Salut Guillaume, salut Mathieu, comment vous allez? Salut Cyril, ça va très bien, merci. Eh ben moi ça va aussi, pas plus mal que c'était bien. Ouais, j'attendais ta réponse qui est souvent la même Guillaume, donc je te remercie. Déjà, je commence par vous remercier par prendre un petit moment pour enregistrer sur cet épisode dédié au sommeil, tous les deux. Alors Guillaume, on a déjà enregistré, toi et moi, quelques fois. Mathieu, on se rencontre et je te remercie vraiment de prendre le temps de venir apporter ton expertise aux auditeurs sur cette thématique qui est le sommeil en ultra. Alors, on pourrait faire 22 épisodes dessus. Là, j'ai commencé avec une première pierre et on va essayer de commencer à creuser dans cette thématique. Avant qu'on rentre dans les nombreuses questions que j'ai à vous poser, et je pourrais certainement pas toutes les aborder, est-ce que vous pourriez vous représenter chacun rapidement pour les auditeurs? Oui, alors pour ma part, moi je suis maître de conférence à l'université de Saint-Étienne en STAPS, en faculté de sport, et j'ai également étudié, j'ai fait un doctorat sur l'apnée du sommeil et des interventions par l'activité physique. Et puis après, je me suis ouvert également à toute spécialité sur le sommeil, et ce qui fait que voilà, je peux aujourd'hui discuter de différents éléments sur sommeil et activité physique. Et moi donc je suis un collègue de Mathieu, tout petit peu plus âgé que lui, légèrement. Et donc je suis aussi enseignant-chercheur à Saint-Étienne, à l'université, et je suis un vieux ex-coureur d'ultra. Une des raisons, une des thématiques que tu as, enfin une des expertises que tu vas pour nous apporter aussi, Guillaume, là dans la discussion, c'est les épreuves que tu as faites avec de la privation de sommeil répétée. Parce que tu as fait des ultras comme des UTMB, mais tu as aussi fait des ultras comme des Tours des Géants. Et ce qui fait que la notion du sommeil, on va en reparler un peu plus tard, c'est pas exactement la même, j'ai l'impression, entre une nuit qui va te manquer sur l'UTMB et 3 ou 4 qui peut te manquer sur le Tour des Géants. Ouais, tu peux enlever exactement, c'est pas du tout la même. Ouais. Je suis toujours un peu plus modéré. Je vous propose de commencer avec une question déjà sur le sommeil de manière assez générale, qui va peut-être aider les auditeurs à comprendre des termes que j'ai utilisés dans la partie 1. Il y avait le terme qui revenait de chronotype. Est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce que c'est qu'un chronotype? Alors le chronotype, si on le définit assez simplement, c'est pour nous, est-ce qu'on est plutôt d'un profil du matin, du soir, ou alors ce que l'on appelle un profil neutre? Pour moi, on dissocie 3 grands types principalement, et en fait c'est notre rythme biologique, à quel moment on est le plus en forme. Il y a des personnes qui assez facilement vont se reconnaître en se disant moi c'est le matin, je suis en forme dès le matin, et puis par contre en soirée je suis un peu moins en forme. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui vont dire non, moi le matin je mets beaucoup de temps à me mettre en marche, et par contre passé 18h, 20h, je suis en pleine bourre et je pourrais bosser ou faire une activité physique sans aucun problème. Et entre les deux, eh bien, il y a le chronotype neutre, et c'est le petit gars qui finalement se sent ni du matin ni du soir, mais voilà, qui est sur un rythme qu'on va dire un peu plus normal. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un chronotype ou un autre? Est-ce que c'est appris? Est-ce que c'est inné parce qu'on est et c'est comme ça de base à cause de cycles hormonaux? Ouais. La question est pas si simple que ça. En fait, il y a différents facteurs. Le facteur numéro 1, il est probablement génétique. Et c'est ce qui fait que finalement, si on a un chronotype du matin, malgré d'autres facteurs, comme des facteurs environnementaux, évidemment, en général, on côtoie des gens qui ont un rythme particulier, un rythme social sur lequel on va se caler bien souvent. Donc, notre chronotype, il est modulable, il est modifiable dans une certaine mesure, mais on a aussi une part génétique qui fait qu'on ne pourra pas aller à l'opposé de son chronotype. Et si de base, on a un chronotype du soir, par exemple, eh bien, ça va être très compliqué, par exemple, de se lancer dans des épreuves matinales. T'as des gens qui sont
Alors, quand Mathieu disait plutôt du matin, plutôt du soir, on peut même différencier. C'est effectivement plutôt du matin ou extrêmement du matin. Dans les chronotypes, souvent, il y a cinq échelles, quoi, si tu veux. 2 du soir, 2 du matin et un neutre. Et moi, j'ai souvenir je passe le bonjour d'ailleurs, un de mes anciens doctorants et postdoctorants qui était extrêmement du matin. Et effectivement, donc lui, il se levait à 4 heures du matin. Il se réveillait à 4 heures du matin naturel. Donc ça, c'était pas du tout social. Donc là, c'est vraiment génétique. Et juste une petite parenthèse, parce que je me l'étais noté hier soir en regardant les news, je me suis rendu compte que Michel Siffre, le scientifique bien connu là, qui a travaillé sur ce qui était un peu à l'origine de la chronobiologie en France, en fait est décédé hier soir. Donc c'est donc la veille de notre enregistrement. Je trouvais ça c'était assez amusant. Enfin amusant. Il est décédé, donc c'est pas le bon terme, mais en tout cas c'est troublant que ce soit la veille de notre enregistrement où tu commences par le chronotype. On parle de chronobiologie que Michel Siffre décède. Ouais, on peut dédier une partie de cet épisode à ce grand monsieur qui a bossé là-dessus. Est-ce que les chronotypes, ils ont une influence sur la performance ou est-ce que c'est vraiment juste du ressenti? C'est-à-dire, si je suis du matin et que je prends un départ le soir, est-ce qu'au final, une fois lancé dans l'activité physique, bon, je serai performant ou est-ce que ça va impacter ma performance sportive? Alors, je peux aborder l'aspect, je dirais, un peu plus scientifique, et puis Guillaume parlera peut-être un peu plus de l'aspect terrain. D'un point de vue scientifique, il y a peu d'études sur le sujet, mais j'ai le souvenir d'une en particulier quand même qui montrait qu'effectivement, un chronotype du soir qui réalisait une performance le matin réalisait souvent une moins bonne performance que quelqu'un qui avait un chronotype matinal et qui réalisait cette performance le matin. Et probablement que si on faisait l'inverse et qu'on proposait une épreuve du soir, on retrouverait les mêmes résultats. Mais c'est ce qu'on retrouve également dans notre quotidien. Hein, forcément, quelqu'un qui a un chronotype matinal, généralement, il va s'entraîner le matin et il ira jamais s'entraîner le soir parce que voilà, c'est un petit peu contre nature finalement. Ouais, et j'ai le sentiment, mais je ne sais pas si c'est corroboré. J'ai essayé de regarder un peu dans la littérature, mais il y a des études un peu contrastées et ça va revenir souvent. En fait, dans cet épisode, souvent, en général, là, quand on parle de science, il y a bien sûr des études qui vont un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que dans le sommeil, peut-être on reviendra sur les causes. Dans le sommeil, c'est encore pire qu'ailleurs. Enfin, dans le sommeil, il y a performance sportive. Mais j'ai quand même le sentiment que les athlètes d'endurance et d'ultra-endurance, les triathlètes, les coureurs de trail, sont plutôt du chronotype du matin, en général. Il y a une étude qui montre que les athlètes élites, en général, sont plutôt aussi comme ça, mais une autre qui montre l'inverse, qu'il n'y a pas de différence entre les athlètes élites australiens et en général de la population générale en termes de chronotype. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que quand même, les gens que j'ai côtoyés, c'est pas du tout scientifique, mais sont quand même plutôt du matin. Mais comme a dit Mathieu, comme c'est pas que génétique, mais il y a aussi un peu de pression sociale. Comme il y a beaucoup de gens qui s'entraînent entre elles, hein, il y a des gens qui s'entraînent la journée et qui n'ont pas de soucis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'entraînent en temps masqué. Et le temps masqué, ça peut être le soir, mais c'est quand même souvent, il me semble, le matin avant que les enfants se réveillent, etc. Y compris les week-ends, il y a beaucoup de trailers qui s'entraînent pour pas avoir empiété sur le temps familial, qui s'entraînent tôt le matin. Et donc, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool d'être peut être chronotype du matin, je pense que c'est quand même un avantage, mais bon, globalement, ça reste à la marge. Et puis moi, je suis pas très bon en trail et je suis plutôt du soir, donc peut-être qu'on a encore une preuve. La corrélation est parfaite. Non, ce que j'allais vous demander, c'est comment on le détermine, ce chronotype, les sensations qu'on a, par exemple, ce que je viens de dire, moi, j'ai jamais fait de test, mais j'ai le sentiment d'être plutôt du soir. Est-ce que ça suffit à dire je suis du chronotype du soir ou est-ce qu'il y a des mesures un peu plus poussées quand même? Ouais, alors on a un questionnaire validé qui s'appelle le questionnaire de Horn et Osberg, et qui propose, alors je sais plus précisément, mais une dizaine de questions justement pour définir son profil et savoir à l'issue, effectivement, comme disait Guillaume, en fait, il ressort 5 grands types. Est-ce qu'on est extrêmement du matin, plutôt du matin, neutre, ou alors plutôt du soir et extrêmement du soir? Pour rebondir sur, alors c'est pas directement ta question, mais c'est le moment peut-être le moment d'en parler ou peut-être plus tard quand on va reparler de privation de sommeil. Mais quand on parle, puisqu'on parle de type, de chronotype, il y a aussi un autre type qui est important à mentionner dans cet épisode. Il faut pas l'oublier, je le mentionne tout de suite, c'est ce qu'on appelle le trototype. Donc le trototype, c'est quoi? C'est la capacité à rester performant alors que l'on est privé de sommeil. Donc à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont travaillé sur ce sujet en termes de performance sportive. C'est-à-dire en gros, l'idée derrière, c'est de dire
est-ce que certains athlètes, quand ils sont privés de sommeil, sont capables de continuer à courir à la même vitesse et d'autres sont au contraire beaucoup plus perturbés. Par contre, il y a des études sur la fonction cognitive. C'est-à-dire que si tu prives quelqu'un de sommeil, certains, et que tu lui fais faire des tâches cognitives, certains, après une nuit de sommeil, vont être encore tout à fait performants et puis d'autres seront vraiment incapables de rester au même niveau. Et si tu les fais se reposer, tu refais une nuit de privation de sommeil, ceux qui étaient bons restent bons et ceux qui étaient détériorés restent reproductibles. Et donc, ce prototype-là, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que par hasard, les gens qui restent performants en situation de privation de sommeil sont avantagés en ultra? Est-ce que c'est un des facteurs, en d'autres termes, est-ce que c'est un des facteurs de la performance en ultra? Je n'ai pas la réponse, évidemment, mais en tout cas, voilà, puisqu'on parlait de type, c'est un autre type, ce qu'on appelle le prototype. Ah ouais, c'est ultra pertinent. Je l'ai pas vu passer dans un seul des papiers que j'ai mentionné, donc ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais en tout cas, c'est ultra pertinent par rapport à ce dont on va discuter. Il n'y a pas énormément d'études et encore une fois, pas d'études sur les aspects moteurs et performance sportive. Et c'est une des choses que l'on va faire. On va pas tout dévoiler parce qu'on va garder ça un peu pour nous, mais on va lancer une thèse sur le sommeil en endurance et ultra-endurance avec Mathieu, Frédéric Roche, un autre de nos collègues et moi-même. Et ça va être un des axes de travail. Ok, super. Et je pense que pour cette première partie introductive sur le sommeil, j'ai une dernière question. Je vous la pose quand même pour l'introduction. Si vous voulez, je vous laisse répondre en bref. La dernière question que je voulais poser sur la généralité du sommeil, c'était est-ce qu'on est tous faits pour dormir d'une traite 8, 9 heures, 7, 8, 9 heures? Ou est-ce qu'il existe également des types là-dedans? Par exemple, des gens qui vont dormir en 2 phases, des gens qui vont dormir en 3 phases, des gens qui vont dormir un peu le matin, un peu le soir? Ou est-ce que, globalement, quand on s'endort, on est tous faits pour dormir longtemps comme ça? Si on s'intéresse à l'histoire, je dirais, du sommeil et à l'évolution qu'il y a pu avoir, il y a des gens qui ont des historiens du sommeil, je dirais, qui nous disent effectivement que à une période, l'homme dormait de manière biphasique. Il dormait une première phase en début de soirée, il dormait assez tôt, beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, ils étaient calés sur le rythme du soleil, qui a une grande influence finalement, ce rythme de la lumière, on pourra en parler par la suite, mais sur nos cycles de sommeil. Et du coup, ils dormaient entre 19h et minuit, une première phase, et puis ils avaient une phase d'activité sociale entre minuit, 2h du matin, 2-3 heures, et puis après, ils redormaient jusqu'au petit matin. Donc ça, c'est un courant qui a tendance à dire ça. Puis il y a quand même, comme on disait tout à l'heure, des choses controversées, et d'autres qui disent non, c'est pas si vrai que ça, et l'homme est plutôt fait pour dormir de manière monophasique, c'est-à-dire une seule phase de sommeil. Moi, je fais plutôt partie de ce courant-là, c'est-à-dire que quand même, la tendance actuelle aujourd'hui, je pense pas qu'on se force tous à dormir en une seule fois, c'est que on est plutôt programmé comme cela et que c'est comme ça qu'on récupère le mieux. Après, on pourra discuter de la sieste, mais pour moi, la sieste, c'est plutôt un complément, mais c'est pas une phase essentielle et c'est une phase on doit pouvoir s'en passer normalement. Alors, on doit pouvoir s'en passer. Est-ce que c'est une bonne idée de s'en passer? Ça, c'est une autre question. On va y revenir. Je crois que t'as prévu de parler de sieste et c'est effectivement, ça, c'est vraiment une arme assez redoutable qui est peut-être pas assez utilisée dans nos sociétés en général et chez les sportifs en particulier. Après, pour revenir à ta question, il y a aussi à l'époque, il y a pas si longtemps en arrière, il y avait le besoin, par exemple, pour allumer le feu, entretenir le feu, il y a besoin de se relever aussi au milieu de la nuit. Ouais. Alors, pas forcément pour avoir une longue période d'activité sociale, mais le sommeil était coupé aussi. Et si on remonte encore plus en arrière, on pouvait pas dormir d'une traite si on était dans une caverne avec le risque de se faire attaquer par des animaux. Donc, les choses ont un tout petit peu changé. Exactement. C'est super intéressant ce que tu dis sur la sieste et si tu veux, on peut directement aller sur les questions que j'avais sur la sieste et puis on réorganisera la suite de l'échange comme ça. Je veux bien que tu nous dises, Guillaume ou Mathieu, ce que vous pensez de la sieste. Moi, j'avais quand même, là de suite, dans ce que tu viens de dire, un petit commentaire. C'est la sieste, c'est intéressant du moment que ça perturbe pas le sommeil du soir. J'ai le sentiment que si tu dors la journée, mais qu'au final, ça fait que le soir, tu as du mal à t'endormir ou tu réduis ton sommeil de la nuit et la qualité, est-ce que ça, c'est déjà une première chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin des siestes et d'autres qui n'en ont pas besoin? Et si oui, comment tu le détermines? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que pour les sportifs qui s'entraînent beaucoup, faire une sieste permet d'être plus performant, par exemple sur la deuxième séance d'entraînement de la journée, etc. Donc, les gens qui s'entraînent beaucoup ont quand même, quoi qu'on en dise, besoin de plus de sommeil. Et à mon avis, c'est mieux de garder un temps de sommeil relativement normal, entre guillemets,
et de rajouter une période de sieste pour complémenter. Par exemple, il y a plusieurs études qui montrent que si on a son sommeil qui est perturbé, ce qui est conseillé par les spécialistes du sommeil, c'est plutôt que de traîner au lit le matin, il vaut mieux se forcer à rester sur des heures de lever réguliers. Et si on a mal dormi, ça fait rien. On se lève quand même. Par contre, on s'autorise à faire une sieste. Et je pense qu'il y a vraiment une histoire culturelle aussi. On sait qu'il y a des sociétés au Japon, etc., où la sieste est quand même un petit peu plus culturelle. Et franchement, moi, pour la faire régulièrement, après c'est personnel, mais je suis convaincu que c'est un outil redoutable. Pas seulement quand on s'entraîne beaucoup, mais quand on travaille beaucoup et qu'on se lève un peu tôt le matin, etc. Donc vraiment, je suis convaincu que c'est super intéressant. Après, bien sûr, il faut pas faire des siestes d'1 heure et demie. Les siestes qui sont habituellement conseillées, c'est 30 minutes, voire même 20 minutes. C'est-à-dire pas rentrer en sommeil lent profond, c'est-à-dire qu'on fait la sieste. Et puis, certains disent même encore plus court que ça. C'est des siestes vraiment flash de 5 minutes, voire 2 minutes pour certains courants. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut pas dépasser 30 minutes. Et je pense qu'une bonne durée, enfin, Mathieu confirmera, mais je pense que c'est 20 minutes. Et si tu fais des siestes de 20 minutes, enfin, une sieste de 20 minutes, il y a quand même peu de chances que ça empiète sur la qualité de ton sommeil le soir venu. Ouais, effectivement, quand on parle de sieste, il y a sieste et sieste. Et souvent, quand on commence à le définir et quand on interroge les gens sur qu'est-ce que c'est que faire la sieste pour eux, certains vont vous dire moi, c'est 2 heures en début d'après-midi, quoi. Et là, effectivement, si on se met à faire une sieste de 2 heures en début d'après-midi, non seulement on va mettre du temps à se remettre en mouvement, derrière à se remettre en forme, c'est-à-dire que ça s'explique en partie par justement ce sommeil lent profond que l'on aura atteint et qui fait que ça va être dur de se remettre en marche. Et puis la deuxième chose, c'est que ça aura un impact sur la nuit suivante parce qu'on aura baissé notre pression de sommeil. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, c'est que on partirait plutôt sur des siestes courtes, aux alentours de 20 à 30 minutes. Et certains parlent même de micro-sieste ou de power nap. L'idée, c'est de dire que ces siestes courtes, elles vont avoir un effet assez immédiat. Dans la demi-heure suivante, dans l'heure suivante, on ressentira un bénéfice sur la vigilance et sur notre tonus, sur notre dynamisme. Donc, c'est plutôt ce que l'on conseillerait. Il y en a même qui conseillent jusqu'à, par exemple, prendre un trousseau de clés dans la main. Et puis, à partir du moment où on sent que notre trousseau de clés il est tombé par terre, c'est le moment finalement du réveil, quoi. C'est l'alarme que l'on pourrait mettre en place. Alors, on va peut-être y revenir quand on parlera de sieste dans le cadre de course. C'est ma question suivante. Voilà. Mais la raison pour laquelle, quand on dort si peu, typiquement ce que vient de décrire Mathieu, où moi j'ai expérimenté par exemple 5 minutes de sommeil une fois sur le torse, le fait que ça te remette d'aplomb de façon aussi spectaculaire, tu me diras si je me trompe, mais ça fait partie des mystères de la physiologie. C'est-à-dire comment le cerveau peut arriver à tirer la chasse d'eau en si peu de temps. Évidemment, tu vois à quoi je fais référence. Oui, j'ai entendu parler d'un modèle là-dessus. Et ça, c'est vraiment, si tu l'as pas vécu, je veux dire, tu peux pas le croire, mais c'est assez spectaculaire. Pour revenir quand même sur la sieste, une des raisons aussi, des arguments qui sembleraient montrer que c'est quand même intéressant de faire des siestes, c'est que quand on regarde le Nick-Tamer, et pas Nick-Tamer, le Nick-Tamer, donc l'évolution de la pression de sommeil en fonction justement au cours de la journée, au cours des 24 heures. On a évidemment cette grosse pression au petit matin, dans la nuit, au milieu de la nuit. Et puis on a un deuxième moment où on a un peu du mal à rester éveillé, c'est justement en début d'après-midi. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas lié au fait qu'on a déjeuné juste avant. Si on a 3 déjeuners, ça va renforcer ça. Mais même si on déjeune pas du tout, on aura quand même ce petit coup de moins bien en début d'après-midi. Et donc, c'est assez logique de dire, oui, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il faut en profiter pour faire une petite sieste. Ok, super complet comme réponse. Et donc, du coup, je fonce dans la porte que tu viens d'ouvrir en parlant de l'effort. Est-ce que tout ce qu'on vient de raconter sur les siestes de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes grand maximum, ça va s'appliquer à l'effort? Si je fais une épreuve d'ultra-endurance et que je suis vraiment fatigué, à un ravitaillement, je m'arrête, c'est la durée de sieste que je dois envisager? Ou au contraire, dans le cadre de l'ultra, il faut peut-être que j'envisage une sieste de 1 heure ou 2 pour vraiment récupérer et repartir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mon avis, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon simple. C'est-à-dire que c'est impossible de dire quel est le type de sieste, quand,
à quel endroit, etc., si on ne définit pas le profil de la personne et de l'ultra en question. Tu as fait un petit peu référence tout à l'heure entre un UTMB pour le premier tiers du peloton et un Tour des Géants pour tout le monde ou un Tour des Géants pour les premiers, il y a des différences. C'est-à-dire en d'autres termes, évidemment, quelqu'un qui va passer qu'une nuit dehors, évidemment, c'est évident, mais en tout cas, c'est mon avis, quelqu'un qui va passer une seule nuit dehors, typiquement un UTMB, encore lui en plus, l'UTMB, tu commences la nuit, donc en théorie, t'es frais, t'as peut-être fait une petite sieste en plus avant le départ. Il y a vraiment, et si tu passes qu'une nuit dehors, il y a aucune raison de dormir. Donc la sieste, on peut l'oublier. Par contre, ceux qui font 2 nuits, qui sont en 40 heures, la question, elle commence à se poser. D'ailleurs, les études, notamment une de nos études, a montré que effectivement, assez logiquement, plus la durée augmentait, plus la durée des siestes augmentait, et qu'il y avait quand même une assez grande proportion des athlètes qui passaient 2 nuits, à partir de 2 nuits dehors, qui faisaient les siestes. Ensuite, si on va sur l'autre extrême, typiquement un Tour des Géants ou des épreuves encore plus extrêmes maintenant qui existent, pour moi, la question, elle se pose pas. C'est-à-dire qu'on va évidemment faire des siestes. La question qui se pose, c'est plutôt quel type de sieste. Et là, quelqu'un qui ferait une semaine sur le Tour des Géants, il a quand même intérêt, à mon avis, de faire des cycles de sommeil complets, c'est-à-dire de faire 1h30 régulièrement, voire même 2 cycles à certains moments, etc. Et certains se privent pas de le faire, et ils ont sans doute raison, parce qu'à un moment donné, leur but, c'est juste de terminer. Donc, on n'est pas dans la même logique. Maintenant, si on prend la question intermédiaire, c'est-à-dire un Tour des Géants pour un Franco Collet ou un François Den qui va le faire cette année pour la première fois, là, la question, elle se pose de nouveau. Et je pense que maintenant, il y a quand même une espèce d'agrément sur le fait que même pour ces gars-là, il faut dormir un petit peu. Par contre, évidemment, il n'est pas question de faire ce que moi j'avais fait à l'époque où j'ai fait le Tour des Géants, c'est-à-dire de faire une fois, même une seule fois, un cycle complet de sommeil d'1h30. Et donc là, l'idée, c'est plutôt quand même de partir sur des siestes courtes. 1, 2, 3, c'est toute la difficulté. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on peut pas répondre à cette question de façon simple. Ça dépend vraiment du niveau de la personne et du type d'ultra. Je rebondis pour les auditeurs, ils pourront aller l'écouter, l'épisode que j'avais fait avec Sébastien Réchon. Peut-être que tu connais Guillaume de nom, qui fait des épreuves d'ultra-endurance très longues. Il aime bien quand c'est vraiment long, que ça dure plusieurs jours, par exemple Tour des Géants, Tour des Glaciers, mais également des épreuves de raid aventure, puisqu'il vient du raid, donc des épreuves en 5-6 jours, il le faisait. Et lui, il disait, dans l'interview, il avait dit sur le sommeil que le plus long qu'il avait fait, que lui estimait possible, c'était 60 heures avec uniquement des siestes. Et donc, c'était la Barclay. Il a dit, la Barclay, j'ai fait quasiment 60 heures et je crois que c'est à 60 heures. Et il dit, j'ai réussi à le faire que en faisant des siestes, et je crois qu'il en avait fait 2 ou 3. Et il dit, mais au-delà, ça me paraît, par exemple, il dit un Tour des Glaciers, un Tour des Géants, ça me paraît impossible de les faire sans avoir au minimum un moment, un cycle de sommeil ou 2 complets. Donc ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu viens de dire. Un Tour des Géants pour les premiers, à mon avis, il ne faut pas faire de cycle complet. Je crois qu'il disait glacier dans ce cas-là, glacier. Ok, donc 450 km, donc ça c'est autre chose. Donc là, on parle dans déjà Tour des Géants, on a vraiment peu de recul sur des épreuves encore plus longues que le Tour 450. On a encore moins c'est anecdote de l'un versus anecdote de l'autre, enfin expérience de l'un versus expérience de l'autre. Donc on n'a pas de données, ça c'est certain. Donc chacun y va un peu de sa stratégie. En tout cas, le niveau, y compris maintenant sur des Tours des Géants, où le niveau fait que monter, et c'est pas l'arrivée de François qui va aller à l'encontre de ça, fait que de toute façon, tu peux plus te permettre de dormir 1h30. Et je pense que sur un Tour des Géants en 60 heures ou 65 heures, tu peux tout à fait te passer d'un cycle de sommeil. Enfin, j'en suis vraiment convaincu. Et l'idée, c'est plutôt de faire, à mon avis, 2 fois 20 minutes, à mon avis, ça peut passer. Ça rejoint ce que disait Sébastien, qui disait qu'au-delà des 60 heures, il avait besoin de dormir. Peut-être que ça dépend aussi du prototype. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, encore une question là-dessus, sauf si vous avez encore des points à aborder sur le sommeil pendant une course. Mathieu, j'ai l'impression que... je voulais rajouter, je pense qu'effectivement, il y a cette part individuelle qui fait que pour une personne, 2 cycles pourraient suffire, pour une autre, un seul cycle, et finalement, on peut pas donner une bonne recette pour tout le monde. Il y a peu de données dans la littérature et on ne pourra pas vous donner des grandes recommandations aujourd'hui, mais évidemment que ça va dépendre de la durée de l'épreuve. Et puis j'ai le souvenir, je voulais reprendre hier et je l'ai pas retrouvé, mais d'un article que j'avais lu sur la Race Across America là en vélo, où il traverse les États-Unis d'est en ouest. Et il y a une fille qui avait gagné, mais en dormant plus que les autres, quoi, finalement. Donc à un moment donné, c'est la balance bénéfice-risque, quoi. C'est est-ce que j'ai plus de bénéfices à dormir un peu plus et je serai plus en forme derrière,
Voilà, c'est ce qu'il faut mettre dans la balance pour savoir. Ouais, à un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien. C'est sûr que s'il y a des expériences assez malheureuses sur le tort des géants, hein, plusieurs que j'ai en tête dans les premiers torts où les gens disaient, moi, je fais le tort sans dormir. Et ça s'est mal passé. Souvent, soit le mec était complètement à l'ouest, j'ai plus son nom là, qui était en tête, un Italien qui a fini par prendre le mauvais chemin, qui a fini par la route, qui s'est fait esquiver évidemment, soit un autre qui s'est carrément couché sur le chemin. Vraiment, la privation très très sévère de sommeil comme ça peut vraiment faire disjoncter le cerveau. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment pas c'est pas la compétition de celui qui dort le moins. C'est la compétition de celui qui dort juste ce qu'il faut, mais pas plus. Et quand on disait ça dépend du niveau, ça dépend du prototype, ça dépend de la distance, mais ça dépend aussi d'autres facteurs. C'est-à-dire que ça va dépendre justement du sommeil que tu as pu accumuler avant. On va reparler un peu des stratégies, justement, d'autres stratégies en plus de la sieste, parce qu'il n'y a pas que la sieste. Et puis, peut-être des stratégies de caféine aussi sur lesquelles je crois que tu voulais également revenir. Donc, tout ça pour dire que c'est pas qu'on veut botter en touche, mais c'est vraiment impossible de dire, voilà, il faut dormir tant. C'est impossible. Oui, bien sûr. Eh ben, alors, du coup, tu ouvres plein de portes, plein de questions que je voulais poser. La première que je voulais là de suite aborder pour peut-être fermer cette première parenthèse, c'est puisqu'il n'y a pas de recette individuelle commune qui est donnable, il n'y a pas de souci avec ça. À quel moment, si moi je suis sur un tort des géants ou un tort des glaciers, imaginons, à quel moment je dois me dire, là, il faut absolument que je dorme? Ça va être quoi les symptômes pour n'importe qui doivent dire, là, il faut faire une sieste, il ne faut pas que je continue? À mon avis, il faut pas attendre ça. Il faut avoir une stratégie initiale et puis essayer de s'y tenir. Évidemment, comme toute stratégie, elle demande à être adaptée parfois en fonction des conditions météo, etc. Mais c'est pas de dire je vais jusqu'au moment où je peux plus, en gros, où j'ai des hallucinations et là je dors. Alors, il faut essayer, surtout si on est sur des épreuves vraiment longues, il faut essayer d'anticiper ça. Donc, il faut avoir une stratégie en disant, ben là, je suis capable de passer la première nuit sans dormir, pas de souci. Ensuite, je vais aller jusqu'au soir et peut-être aller, là, mon plan de marche fait que je vais arriver à une base vie à 2 heures du matin. C'est parfait. C'est juste au moment où la pression du sommeil sera la plus forte. Et là, je décide de dormir. Alors, si je suis un champion, 20 minutes. Si je suis plutôt en fin de peloton, 1h30 ou voire 3 heures. Voilà, il faut avoir des stratégies. Après, parfois, malgré les stratégies, effectivement, on peut se faire un petit peu déborder. Et les symptômes, c'est hallucination, c'est ce sentiment de trébucher, effectivement. Moi, je me souviens sur le tort, à un moment donné, j'arrivais pas à aller droit. En fait, je titubais sur le chemin comme si j'étais beau. Et c'est vraiment, d'ailleurs, on fait souvent le rapprochement entre privation de sommeil et alcool. Là, pour le coup, si c'était assez spectaculaire. Je me forçais à aller droit, mais franchement, j'arrivais pas à aller droit. Donc là, il fallait vraiment que je dorme. C'est là, à ce moment-là, où j'ai fait les fameuses 5 minutes parce que j'avais quelqu'un juste derrière. Et puis, quand on est vraiment privé de sommeil, on n'arrive plus à monter aussi dans les tours. Je me souviens sur un grand raid de la Réunion, alors c'était pourtant 1500 miles, mais j'avais très peu dormi parce que j'avais été invité. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas rien, c'est un peu les anecdotes. C'est pour ça que tu m'as invité. Très peu dormi parce que j'avais donné des cours la semaine d'avant que évidemment j'avais pas préparé, donc je préparais les cours la nuit pour les donner du jour. Tu connais ça. Enfin, non, tu connais pas ça parce que toi, t'étais un bon élève. C'est un bon élève, mais moi, c'est le cas. Et donc, je suis arrivé en étant déjà, non seulement j'avais pas fait d'extension de sommeil, mais j'étais privé de sommeil au départ du grand raid. Et en fait, dès la deuxième nuit, parce que j'étais pas très entraîné, donc j'ai fait la deuxième nuit, genre à 10-11 heures du soir, j'étais à fond j'essaie de donner le maximum. Et je crois que mon cardio, j'étais à 90 de plus. Et donc là, c'était vraiment parce que j'étais tellement fatigué, tellement privé de sommeil que j'arrivais juste plus à monter. Donc ça peut être un autre symptôme. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à ce niveau de privation de sommeil. Là, c'était assez sévère. Tu donnes des exemples sur tes torts des géants. Je précise quand même pour les auditeurs que tu as fait 2e et 3e, si je dis pas de bêtises, sur des éditions. C'est bien ça? Non, j'ai fait 3e seulement. 3e seulement? Excuse-moi. J'ai fait qu'un tort des géants. Et mon frère avait fait 2e sur un autre tort. Et le premier tort des géants. Donc là, c'était vraiment l'aventure complète. Personne à l'époque. Maintenant, ça paraît presque une course de village. Mais à l'époque, c'était vraiment l'aventure. Tout à l'heure, tu as mentionné des stratégies qui peuvent aider à lutter contre la privation de sommeil. Et entre autres, celle qui m'intéresse le plus, ça va être la caféine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que ça a réellement des effets? Il me semble que oui. Dans quelle mesure? Moi, j'avais l'impression que c'était pas un miracle non plus. Ça va peut-être t'aider à repousser de quelques heures, mais à un moment, de toute façon, c'est pas une drogue. Il y a un moment où ça marchera plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'utilisation de la caféine et qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus?
Je suis pas tout à fait d'accord sur le principe que c'est pas une drogue. À un moment donné, on a presque considéré ça comme une drogue, hein, et c'était considéré comme du dopage. C'est considéré comme du dopage, en tout cas à partir d'une certaine dose. Ouais, alors c'est encore considéré, du coup je précise, oui, je précise ce que j'ai dit, c'est considéré comme dopant par certaines fédérations quand tu dépasses les 10 mg par kilo. Et les recommandations sont à 3-4 mg par kilo. Donc voilà, c'est quand tu dépasses vraiment très haut qu'il y a encore des fédérations qui le considèrent comme dopant. Et en fait, là encore, il y a une susceptibilité interindividuelle qui fait que certaines personnes vont avoir une grande sensibilité à la caféine et d'autres beaucoup moins. Et ça a été montré. Il y a des polymorphismes génétiques qui font que certaines personnes seront très sensibles aux effets de la caféine, et c'est ce qui fait que ces personnes-là ne prendront pas de café l'après-midi parce qu'elles ont l'impression qu'en début de soirée, elles n'arriveront pas à dormir. Et puis, il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre un café à 20h ou 22h et qui dormiront très bien. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est quand même que la tendance générale dans la littérature scientifique est pour dire qu'il y a un effet bénéfique de la caféine qui serait plutôt justement un psychostimulant et qui permettrait de garder les systèmes d'éveil actifs. Après, voilà, donc, tout est question de dose, effectivement. Alors moi, je suis d'un avis un tout petit peu différent de vous deux. Moi, je pense que c'est aussi un bon outil, qu'il faut se servir de cet outil à partir du moment où c'est autorisé. Pour moi, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors après, tu vas me dire, dans ce cas-là, t'es pas cohérent parce que tu arrêtes pas de dire par ailleurs qu'il faut pas prendre d'anti-inflammatoire alors que c'est autorisé. Donc effectivement, c'est pas une raison. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu l'inverse parce qu'au contraire, ça peut permettre de moins se mettre en danger. Par exemple, si on manque de vigilance et qu'on chute dans un ravin, peut-être qu'avec un peu de caféine, ça permet de rester un peu éveillé, etc. Alors, on peut pas tout faire avec la caféine, mais je pense que c'est vraiment un outil et qui est peut-être sous-utilisé par les athlètes. Et moi, je suis plutôt un partisan d'essayer de jouer avec la caféine. Alors voilà. Après, si certains considèrent que non, c'est une façon de contourner la physiologie et qu'il faut boire que de l'eau pure, libre à eux. Mais en l'occurrence, moi, je suis d'un avis assez contraire. Il faut bien sûr respecter les règlements, mais le règlement l'autorise. Les risques de la caféine, c'est quoi? C'est effectivement, si tu dépasses des grosses doses, tu peux avoir un peu des problèmes de contrôle moteur, etc., voire de crampes. Et puis le risque, c'est que ça soit pas efficace chez certaines personnes. Mais finalement, à part ça, si tu restes raisonnable et que tu restes dans les doses que tu as mentionnées, effectivement, si tu restes en dessous de 4 mg par kilo de poids de corps. Et puis après, bien sûr, la complexité, c'est de tenir compte de l'élimination de la caféine et donc de savoir quand est-ce que tu peux en reprendre. Donc, il y a un peu des calculs savants qui sont d'ailleurs impossibles à faire parce que c'est impossible de connaître pour un individu donné, c'est vraiment ses capacités d'élimination de la caféine. Mais bon, on dit que la demi-vie est à 4 heures, en gros, en moyenne pour les gens. Et donc, tu peux essayer de faire un petit peu des calculs d'apothicaire pour dire, là, voilà, je vais prendre 200 mg de caféine, par exemple, et puis ensuite, je vais reprendre 100 mg toutes les 2 ou 3 heures, etc. Et je pense qu'il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec ça et avec les siestes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux aussi dire, je vais prendre de la caféine. Reste encore à définir sous quelle forme. Est-ce que c'est des gels? Est-ce que c'est des capsules? Est-ce que c'est de la poudre? Est-ce que c'est des gommes? Est-ce que c'est, voilà. Donc, il y a plein de façons différentes de prendre de la caféine. Même si dans le cadre de l'ultra, je suis pas sûr que ça soit si différent que ça finalement. Après tout, la caféine, c'est de la caféine. Dans d'autres sports, ça peut être un peu différent où tu vas avoir besoin d'avoir des effets, une absorption rapide de caféine. Dans l'ultra, on a le temps, donc on peut juste anticiper un peu les choses. Donc il faut jouer avec je prends de la caféine parce que je dois tenir jusque là. Là j'en prends pas parce que j'ai prévu de faire une sieste à tel endroit, donc je vais pas me mettre une grosse dose de caféine 1 heure avant et j'arriverai plus à dormir. Donc il y a vraiment des stratégies à avoir. Et voilà, donc moi je pense que la caféine c'est un truc où on a un produit dont on aurait tort de se priver. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que bien sûr il faut rester raisonnable. Et si on reste à 4 mg par kilo, certains vont jusqu'à 6, ce qui commence à faire peut-être un petit peu beaucoup. Bien évidemment, il n'est pas question d'aller jusqu'à 10 mg par kilo, mais si on reste à 3-4 mg par kilo et qu'on arrive à entretenir ça, je pense que ça peut être un bon moyen de lutter contre cette privation de sommeil, tout en se ménageant une marge de sécurité. C'est-à-dire que c'est là pour le coup, pour moi, contrairement aux anti-inflammatoires où on se met en danger, là on enlève un petit peu du danger.
même si on peut pas tout faire, comme tu l'as dit, effectivement, avec de la caféine, et que c'est pas la caféine qui va remplacer les siestes. À un moment donné, il faut utiliser les deux. Moi, ma position, elle est exactement la tienne, hein, Guillaume. J'étais peut-être pas clair, mais moi, je suis exactement comme toi. Et dans les épisodes que j'ai fait avec Julien Louis sur la nutrition, on a eu un moment sur la caféine et comment l'utiliser en parlant justement des 3-4 mg. Donc moi, je suis plutôt pour l'utiliser. Et pour l'utiliser, qu'il y ait privation de sommeil ou pas, je vais peut-être même un peu plus loin que toi. Pour moi, je me dis, même sur la fin d'un Templier, où tu n'as pas de privation de sommeil, en fin de course, tu es fatigué, tu aimerais maintenir ton niveau de performance, il te reste 3 heures à courir. Ça peut être intéressant d'avoir un apport de caféine, par exemple, pour la dernière montée qui est super raide et qui dure pas longtemps. Donc bref, j'ai plutôt cette position. Les personnes peuvent aller écouter l'épisode avec Julien. Et ouais, je suis pas trop de l'idée de dire que c'est quelque chose de dopant parce que c'est autorisé. Donc moi, je suis assez tranché là-dessus. Si c'est autorisé, c'est pas dopant. Donc D'accord. Ouais, donc effectivement, j'avais mal interprété tes propos, Igno. Mais oui, la caféine a un effet hypoalgésique, donc ça peut effectivement te permettre d'améliorer la performance. Alors après, on va dire, c'est tricher, c'est prendre un produit externe. Bah oui, à ce moment-là, je prends pas de glucides non plus. Après, c'est la limite, c'est toujours le même débat, tu sais pas où la mettre. Donc pour moi, la caféine, il n'y a pas débat jusqu'à des doses raisonnables, on va dire. Mais je conçois et j'accepte l'idée que certains avec cette position, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut à condition de respecter un règlement. Et ce que disait Julien, juste pour clôturer ce truc sur la caféine, c'est que de toute façon, quand tu dépasses trop les doses de caféine, par exemple les 4 mg, tu as plus de risques d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Donc de toute façon, ça sert à rien de les dépasser. Je vais dire, il y a un effet plafond qui est assez rapide et finalement, il n'y a pas plus de bénéfices et c'est plutôt de la croyance collective de penser que plus on va avoir une forte dose de caféine et meilleurs seront les effets. Au bémol près quand même que toutes ces études sont sur des efforts classiques de laboratoire, de vélo, de course à pied, etc. Souvent hors privation de sommeil et encore moins avec privation de sommeil plus dépenses énergétiques extrêmes comme dans le cas d'un ultra. Donc le rôle que peut avoir la caféine dans ces conditions-là spécifiques, finalement, il n'est pas connu. Peut-être que ça change rien, mais je serais pas étonné que ça change quand même au contraire beaucoup les deux. Guillaume, c'est une recette de cuisine, c'est-à-dire que à un moment donné, la caféine, il faut l'utiliser à bon escient, et certains sportifs, à l'inverse, vont l'utiliser de manière inadaptée, ce qui fait qu'il va y avoir une altération du sommeil la nuit suivante, par exemple, et qu'on va altérer la récupération. Si je pense par exemple aux périodes d'entraînement. Donc la caféine, bien sûr qu'elle peut avoir un effet bénéfique, mais elle peut aussi avoir un effet néfaste si elle est mal utilisée. Alors après, moi, je la garderais, en revanche, plutôt pour l'ultra, pour les courses. Commencer à devoir prendre sa caféine. Alors, on prend tous notre caféine. Les coordonnées, les plus mal chaussées, parce que j'en prends pour pouvoir continuer à bosser souvent. Mais c'est pas très glorieux, hein, c'est comme ça. Bon, ça fait pas, mais en tout cas, à l'entraînement, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. En tout cas, de réfléchir en termes de stratégie de caféine pour pouvoir s'entraîner. Qu'on ait besoin de temps en temps de prendre un café de plus parce qu'on a mal dormi, etc. C'est autre chose, mais que ça soit planifié, ça c'est autre chose. Là, je parlais vraiment de la caféine en course. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de consommation de caféine au quotidien, parce que j'avais creusé un petit peu la question, contrairement à ce que je pensais, se priver de café pendant une semaine, de caféine, d'apport à caféine pendant une semaine, ne potentialise pas les effets de la caféine sur l'épreuve. Donc le sevrage en fait ne sert à rien. Et moi c'est ce que je faisais à l'époque où je faisais les UTMB, etc. Et ça me mettait un peu dans des états parce que j'avais un gros buveur de café. Donc j'étais un peu comme un alcoolique là qui avait besoin de sa dose et avec mal maux de tête, etc. Et en fait j'ai fait ça pour rien parce que ça aurait rien changé sur les effets de la caféine en course. Donc le sevrage n'est pas utile en fait. Ah ouais, la revue de Thilo Réal sur nutrition et ultra-endurance de 2019, il le mettait en avant, ça m'avait fait sourire parce que c'est vraiment une pratique qui est courante. Je me prive de café une semaine, ça marchera plus. Et en fait, il disait que apparemment la caféine, c'est très bête et méchant, quoi. T'en apportes, ça marche et point barre. C'est ça. Je vous propose qu'on continue sur d'autres questions que je voulais vous poser. Ah oui, dernière chose que je veux dire sur la caféine, pour les auditeurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir, j'ai mis en ligne un réel Instagram où je montrais comment j'avais fait mon plan de nutrition pour l'échappée belle. Et je montre le site Half-Life Caffeine Calculator, qui est avec un petit code, tu rentres tes dosages de caféine et ça te sort. Et quand est-ce que tu les prends? En course, à midi 20, à midi 5, on s'en moque. Et ça te sort un petit tableau avec les dosages que tu atteins et pourquoi je trouve ça utile. Et donc, à quelle vitesse tu l'élimines, en prenant en compte une demi-vie à 6 heures, eux, ils prennent, mais peu importe.
Et ce que je trouve vraiment intéressant, ça, c'est que ça t'évite de dépasser certains dosages, comme souvent en trail. En tout cas, moi, c'est mon cas. La caféine est dépendante des gels. Je les prends par exemple par 100 mg parce que le gel que j'ai fait 100 mg, j'ai pas le choix. Ça me permet de vérifier que je dépasse pas un certain dosage à un moment. Donc, si les gens, si les auditeurs veulent aller écouter, ils peuvent, auditeurs et auditrices évidemment, ils peuvent aller jeter un œil à celui-là. Je partagerai le site en description de l'épisode. Il y a une grosse différence entre les marques. Tu as dû regarder ça, je pense, sur la quantité de caféine par gel à la caféine. Ça peut aller de 40 grammes à 200 mg. C'est juste incroyable. Les Décathlon, ils sont à 20 mg et ceux que je prends moi, ils sont à 130 mg. 20 mg, je pensais que la minimum c'était 40, mais tu vois, 20 mg, mais tu peux aller, j'ai trouvé jusqu'à 200 mg par gel. Ah ouais, c'est énorme. Donc, faut vraiment, du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment vérifier parce que, en fait, sans faire exprès, et c'est le cas d'un athlète que j'entraîne là pour la CCC, il a regardé ce qu'il allait consommer et il est arrivé à 400 mg par 400 mg. Ça faisait, je crois, ça faisait 6 mg par poids de corps. Je lui ai dit, attends, c'est énorme. Je pense qu'il faut revoir la consommation parce qu'en fait, t'as tellement d'écart entre les marques. Et pour les auditeurs, là, pour aussi que ce soit un peu plus parlant, rappelez quand même qu'un expresso, on considère que c'est environ 50 mg. Et qu'un café américain, ça peut monter entre 100 et 200 mg suivant la longueur du café, parce qu'en fait, on a toujours tendance à penser que l'expresso contient plus de caféine, il est plus fort, mais c'est pas forcément le cas en fait. C'est le temps de trempage du café qui va faire le temps d'infusion que la caféine va pouvoir être libérée. Je pensais qu'un espresso c'était un peu plus que ça. Je pensais que c'était 80. Ouais, 50-80 mg, mais en tout cas c'est moins de 100 et les cafés lents contiennent plus de caféine, quoi. Mais voilà, pour faire le rapport avec les doses que tu indiquais, Cyril, par rapport aux prises exogènes. Après, c'est une évidence, je pense, pour beaucoup de monde, mais peut-être c'est le moment de le rappeler aussi, les boissons énergisantes à la caféine, il faut peut-être oublier en ultra pour les questions de troubles gastro-intestinaux. En plus, elles n'ont pas un contenu si important que cela en termes de caféine. Et puis, ouais, pour conclure sur la caféine, il ne faut quand même pas oublier l'effet diurétique et l'importance de l'hydratation pour lutter contre cet effet diurétique. De toute façon, je souhaite faire un épisode spécial à la caféine avant la Saint-Élion, donc peut-être que je pourrais rappeler tout ça, mais en tout cas, là, on a déjà une très belle parenthèse. Et effectivement, quand tu regardes par exemple la boisson qui donne des ailes, sans la citer, les dosages de caféine dedans sont vraiment pas énormes. Je pense que c'est surtout les glucides dedans qui sont très élevés. La caféine dedans, elle est relativement basse, quoi. Oui, et puis l'effet de la taurine énergisant, je crois, qui était vendu par boîte. Alors, on est déjà à 40 minutes d'enregistrement. Je vais essayer de pas trop dépasser parce que j'imagine que vous êtes tous les deux plein de choses à faire après. Il y a quand même une ou deux questions que j'aimerais vraiment aller aborder avec vous. La première que je voudrais aborder là, c'est est-ce que on peut, selon vous, s'entraîner à se priver de sommeil? Par exemple, tu parlais tout à l'heure, Guillaume, tu aussi d'ailleurs du trototype. Donc, la capacité à résister au manque de sommeil. Est-ce que c'est entraînable? Et est-ce que c'est entraînable sans risque pour la santé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Pas de réponse claire, à mon avis, à ma connaissance dans la littérature scientifique. J'avais une étude de cas qui disait plutôt oui. J'avais été juré d'une thèse en Angleterre où il y avait une étude qui toujours poursuivie d'ailleurs, mais qui était sur des militaires. C'était plutôt non. Pas d'effet à long terme. Enfin, à long terme, c'était quelques semaines. C'était pas non plus du très long terme. Et mon avis, mais du coup qui est un petit peu subjectif, c'est que c'est pas du tout une bonne idée d'essayer de s'entraîner à pas dormir. Tout ce que tu risques, c'est de te mettre en état de surcharge ou de surentraînement, parce que si tu fais ça, si tu veux t'entraîner réellement à le faire, il faut le faire régulièrement. Ça veut dire que tu vas être souvent privé de sommeil. Donc tu risques juste de te blesser, d'être surentraîné. Et les données ne sont absolument pas convaincantes. Donc, à mon avis, c'est pas du tout une bonne idée. Ce qui veut pas dire que c'est pas une bonne idée de s'entraîner la nuit. Ça, c'est autre chose. C'est un des intérêts des week-end shocks d'aller s'entraîner soit la nuit, le soir, ou au contraire en se levant au milieu de la nuit et aller s'entraîner. Mais là, le but, c'est pas de s'entraîner à la privation de sommeil, c'est de s'entraîner à courir la nuit dans une ambiance particulière, avec de tester sa lampe, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Mais s'entraîner à pas dormir, pour moi, c'est une aberration. Ton frère partage ce point de vue. Hein. J'ai cité le commentaire qu'il a sorti sur une étude de cas de Marcora, si je dis pas de bêtises. Ce commentaire est sur cette étude de cas qui est publiée par Samuel Marcora, et la position de ton frère Grégoire Millet, c'était ça marche pas et c'est pas une bonne idée pour la santé. Donc vous vous rejoignez là-dessus. Ouais. Je te dis, cette étude. Alors après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais l'étude de la thèse en Angleterre, c'était quand même pas encore publié, donc on peut aussi se poser la question, parce que c'était il y a 2 ans, mais bon, c'est comme ça. Montrait que ça marchait pas. C'était une évidence, c'était pas seulement notre avis, c'est que
Et c'était sur plusieurs sujets. C'était une vraie étude. C'était pas entre guillemets, c'était pas une étude de cas et qui allait dans le sens, effectivement, ça ne fonctionne pas. Ce sera toujours un peu compliqué de toute façon parce que d'un point de vue éthique, c'est quand même assez compliqué de se priver de sommeil parce que la privation de sommeil, elle a des effets néfastes en termes de santé, en termes d'accidentologie notamment. Donc, d'un point de vue éthique, ça va être de plus en plus compliqué, notamment en France, d'obtenir des accords pour réaliser ce type d'études. Parce que on peut augmenter le risque d'accident de travail, le risque d'accident de la route de manière très importante. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux choses. S'entraîner à la privation de sommeil, je dirais que d'un point de vue physiologique, peut-être que ça peut marcher parce que l'homme s'adapte à différentes situations et plus il est sujet à ce type de situation, plus il met en place des stratégies d'adaptation. Donc, le postulat, pour moi, il semble cohérent. Mais si on met la balance bénéfice-risque, encore une fois, pour moi, il y a plus de risques que de bénéfices parce que on augmente le risque de blessure et on augmente le risque d'accident que l'on citait. Donc, clairement, je pense qu'il y a plus de bénéfices à prendre soin de son sommeil plutôt qu'à aller le titiller et se priver de sommeil. Dans l'étude que tu as publiée, Guillaume, ça va également dans ce sens-là. L'étude que vous avez fait sur la Réunion, alors la diagonale des fous, c'est corrélationnel, mais tu avais une vingtaine de % d'athlètes qui disaient s'être entraînés à manquer de sommeil. Et ces 20%, ils n'étaient pas significativement meilleurs que les autres. Donc ça va aussi peut-être dans ce sens-là. C'est pas interventionnel, c'est corrélationnel. Alors, tu connais mieux les papiers que moi, parce que je me souviens même plus qu'on avait posé cette question-là. Donc, je te remercie. C'est avec ton doctorant, Nicolas Bouscarène. Oui, donc il faut quand même citer effectivement le premier auteur, Kishi, et le dernier auteur, Nicolas Bouscarène, de cette étude. Du coup, oui, mais enfin, cet argument, il est quand même un peu limite dans le sens où on peut pas, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte de la performance. Dans la performance, on peut pas dire, oui, les gens qui s'entraînent à dormir, à pas dormir, pardon, sont pas plus performants, donc ça fonctionne pas. Non, ça peut quand même fonctionner à la marge, sans que ça sorte parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans la performance. Donc, on peut pas, à mon avis, utiliser ce type d'argument pour dire ça fonctionne pas. Mais ça va dans le sens où ça fonctionne pas, mais c'est pas suffisant. Et alors, on a fait un extrême du continuum. On peut pas vraiment s'entraîner à se priver de sommeil. Donc, on peut voir pour l'autre extrême du continuum. Est-ce qu'on peut se stocker du sommeil? Est-ce qu'on peut se préparer à avoir une nuit dehors en accumulant plus d'heures de sommeil que ce qu'on aurait besoin et comme ça, on sera moins impacté? Est-ce que ça, c'est une stratégie qui fonctionne? Ouais, moi je pense, comme disait Guillaume tout à l'heure, quand il nous a donné l'exemple de ces nuits successives de privation de sommeil pré-course qui ont entraîné une baisse de performance immédiate, je pense que déjà le premier élément, c'est prendre soin de son sommeil. Au-delà de l'extension, c'est avoir une bonne hygiène du sommeil de manière générale tout au long de la vie et encore plus en période d'entraînement et en période de compétition, puisque on sait quand même que le sommeil, c'est avant tout de la récupération, qu'elle soit sur le plan physique et sur le plan mental. Donc, ça, c'est la première chose. Et de manière spécifique pour l'ultra, je pense qu'il y a un intérêt effectivement à faire une banque de sommeil dans la semaine précédente qui permettra justement de lutter contre la privation de sommeil auquel on va être confronté de manière régulière. Juste Mathieu, pour les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que tu sous-entends par une bonne hygiène de sommeil? Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ouais, tout à fait. La première des choses, c'est dans le sommeil, l'hygiène du sommeil, on va parler de régularité du sommeil. Et c'est régularité dans ses horaires de coucher et dans ses horaires de lever. Plus on va être régulier sur ces horaires-là, meilleur ce sera. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, de manière simple, ça va être la durée du sommeil. Notre durée du sommeil, on estime qu'en moyenne, elle est différente d'un individu à l'autre, mais si on donne une fourchette, on devrait être entre 6 et 8 heures, 9 heures environ. En dessous, on va considérer qu'on est court dormeur et qu'on manque de sommeil. Et puis au-dessus, on va considérer qu'on est trop gros dormeur. Et l'idée, c'est qu'on a une durée de sommeil idéale, chacun, qui est propre. Et bien souvent, notre rythme social, nos activités sociales, encore une fois, font que parfois, on va être en dette de sommeil. La dette de sommeil se définit par le fait que, par exemple, je dors 6 heures dans ma vie quotidienne en semaine et le week-end, je vais dormir 8 heures. Donc, je vais accumuler 2 heures de dette de sommeil par jour. Et plus cette dette de sommeil elle va être importante, plus il va y avoir de risques pour la santé, effectivement, et plus on risque d'altérer la performance également. Donc, par rapport à l'hygiène du sommeil, l'idéal, c'est d'être le plus proche de son sommeil idéal et de ses besoins de sommeil que l'on définit.
En général, on considère, je crois, tu vas pouvoir peut-être confirmer, Mathieu, que entre effectivement la semaine et le week-end, il ne devrait pas y avoir un delta de plus d'1 heure sur le moment du lever. Donc, on peut quand même accepter l'idée qu'on se lève un peu plus tard le week-end, mais il faudrait pas se lever à 5 heures tous les jours et à 10 heures le samedi et le dimanche. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Et je pense que c'est plus l'heure de lever qu'il faut essayer de garder, l'heure de coucher si on peut aussi, mais voilà, c'est encore une fois, comme on a dit tout à l'heure quand on parlait de la sieste, si on se couche parce qu'on a une soirée un petit peu plus tard, essayer de pas trop décaler son heure de lever, plutôt rester, on peut s'accorder peut-être 1 heure de marge et par contre faire une sieste de 20 minutes derrière et puis après reprendre un rythme normal. On n'est pas des moines non plus, on a le droit aussi de faire des extras, mais il faut, ça veut pas dire qu'il faut bouleverser son sommeil pour autant. Et après, tout dans l'hygiène du sommeil, évidemment, toutes les recommandations classiques en termes d'aliments qu'il faut prendre avant. On a déjà parlé de la caféine, pas trop près de l'heure du coucher, de la température de la chambre, du fait qu'il faut que ce soit vraiment la nuit complète, etc., etc. Après, il y a plein de choses qui sont assez classiques qu'on peut trouver partout sur Internet, mais qui sont malgré tout importantes. Et il y a quelques papiers qui montrent que chez les athlètes, même si ça paraît des choses évidentes, avoir des stratégies, une intervention où on va justement évoquer ces facteurs d'hygiène du sommeil permet effectivement réellement aux athlètes de mieux dormir. Donc c'est pas, même si ça paraît évident, ça n'est pas forcément pour tout le monde et ça reste utile. Là, je m'adresse aux coachs qui sont nombreux à t'écouter, de faire une intervention même assez générale sur l'hygiène du sommeil avec leurs athlètes. C'est ce que j'allais dire. En fait, je dirais même qu'avant de parler d'extension du sommeil, je pense qu'il faut d'abord discuter d'hygiène du sommeil et que probablement que l'on va s'apercevoir qu'il y a des choses à corriger dans cette hygiène du sommeil avec des mauvaises habitudes, et on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux qui vont avoir un effet néfaste et qui souvent, chez les jeunes en particulier, retardent l'heure d'endormissement, mais bon, ça touche également les plus âgés qui aujourd'hui sont également très grands utilisateurs de ces écrans avec une lumière bleue éveillante qui va diminuer la sécrétion de mélatonine et retarder l'endormissement. Donc, ces règles de base, elles sont ultra importantes pour améliorer le sommeil. Alors, pour revenir sur ta question initiale sur l'extension de sommeil maintenant, parce qu'effectivement, on a un petit peu dérivé. Enfin, je pense que c'était important de faire ces précisions qu'a fait Mathieu, mais sur la question initiale donc de l'extension de sommeil. Donc déjà, il faut peut-être préciser ce que l'on entend par là. L'idée, c'est de dire on va dans les jours qui précèdent une compétition ou une performance quelle qu'elle soit. On va essayer justement d'augmenter notre durée de sommeil pendant 3 jours, 5 jours, 10 jours, pourquoi pas, certaines études jusqu'à 1 mois. Voilà, donc essayer d'augmenter, par exemple, dormir 1 heure de plus par nuit dans les nuits qui précèdent donc cette performance. Donc, d'aucuns diront que en réalité, on ne peut pas stocker du sommeil et si on arrive à dormir plus, ça veut dire qu'on est en déficit de sommeil et on ne fait que combler ce déficit. Soit, peut-être, mais finalement, pour moi, ça change pas grand-chose. Le fait est qu'on arrive à dormir plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, la question, c'est est-ce que ça marche ou pas? La littérature, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, elle est sur le sommeil encore plus que dans d'autres thématiques. Elle part un peu dans tous les sens. Et sur l'extension du sommeil, c'est un peu le cas. Mais globalement, je pense que ça fonctionne, notamment pour 2 types de disciplines. Une, elle nous concerne pas tellement, c'est des disciplines qui demandent des habiletés motrices, des capacités de réaction importantes. Et l'autre, ce sont les efforts d'endurance, justement. Et ça correspond assez bien aux effets négatifs de la privation de sommeil. Quand on dort pas, eh bien, finalement, notre force maximale, notre puissance maximale, même s'il y a quelques études, encore une fois, qui montrent l'inverse, mais globalement, essayons quand même de donner des règles générales pour tes auditeurs. Globalement, quand on dort pas, par exemple, une nuit de privation de sommeil, ça affecte assez peu notre force, notre puissance. Par contre, ça va affecter effectivement notre précision, par exemple, notre habilité à shooter au basket, et puis ça va affecter notre performance en endurance. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est l'endurance. Et la raison, c'est pas parce qu'on a une moins bonne V2 max, etc. La seule raison pour laquelle on est moins performant en endurance quand on est privé de sommeil, c'est qu'on a une perception de l'effort qui est augmentée. Donc l'effort, courir à une certaine vitesse nous paraît plus difficile. Et l'extension de sommeil va permettre de jouer sur ce facteur-là et donc va être très bénéfique. Il n'y a pas 50 000 études qui le montrent. J'ai une seule étude en tête c'était seulement 3 nuits d'extension de sommeil. Donc à mon avis, c'est peut-être un petit peu court. C'est pas la peine de faire 1 mois d'extension, mais
une semaine, 5-6 jours, une semaine d'extension de sommeil. Je pense que ça peut être pas mal avant un ultra. Et l'étude en question, c'était donc de 3 jours. Et malgré tout, c'est suffisait pour montrer des effets bénéfiques sur un effort de type 1 heure en vélo, donc cet effort était amélioré, un time trial, un contre-la-montre, était amélioré de à peu près 1 minute et quelques, 1 minute 20, je crois, de mémoire. Et pourtant, on était dans un effort, certes, d'endurance, là où c'est censé fonctionner le mieux, mais sans privation de sommeil. Donc, on peut imaginer que si on rajoute de la privation de sommeil en plus, ça a des effets encore plus importants. Mais ça, il faut encore le démontrer. Et je termine mon propos sur l'extension de sommeil en disant qu'on a fait quand même une étude où on avait fait un effort qui était pas un effort d'endurance, mais était quand même un petit peu prolongé. C'était 10 minutes d'extension de genou, une tâche localisée. Donc, c'était pas du vélo, c'était pas de la course à pied, c'était pas sur 2-3 heures, mais c'était en situation de privation de sommeil et on avait montré quand même des effets bénéfiques de l'extension de sommeil. Donc, ça, c'est l'étude de Pierre Carnal pendant sa thèse. C'était un de mes doctorants il y a quelques années, qui est un très bon connaisseur du sommeil aussi, comme Mathieu. Et on avait montré donc dans ce travail qu'effectivement, on arrivait à améliorer bien sûr la performance cognitive, ça c'était déjà connu, mais aussi la performance physique. Et pourtant, c'était pas les conditions idéales type ultra. Mais je pense si on fait effort d'endurance plus privation de sommeil, eh bien, les effets de l'extension de sommeil sont d'autant plus pertinents. Tout ça, là, ça rejoint quand même... je rebondis dessus, mais ça rejoint quand même grandement ton modèle de la chasse d'eau sur l'effort d'endurance, avec l'idée que, par exemple, si tu allonges un peu ton sommeil, tu vas partir peut-être d'une chasse d'eau plus basse, plus vide, ou que la chasse d'eau va se remplir un peu plus doucement. Je peux faire ce parallèle? Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer effectivement la chasse d'eau serait filtrée un peu plus au modèle en disant oui, on n'est pas vraiment au naturel en situation où la chasse d'eau est complètement vide, et faire l'extension de sommeil, même s'il reste un tout petit peu d'eau au fond de la cuve, permettrait réellement de vider complètement la cuve. Donc, ouais, on pourrait dire ça. On va recréer un modèle. Une deuxième chasse d'eau. Maintenant, est-ce que ça se remplit moins doucement, moins vite? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ça fonctionne et les études, il n'y en a pas 50 et puis c'est souvent des questionnaires, etc. Donc là encore, la science nous aide assez peu. Mais globalement, je suis moi convaincu que même si les athlètes ont dans un coin de leur tête, oui, il faut bien dormir, etc. Est-ce que réellement ils se posent la question est-ce que j'ai tout fait bien pour être dans les conditions de bien dormir et de dormir beaucoup? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment préparé mon matériel suffisamment à l'avance, que j'ai pas bricolé jusqu'à 11 heures du soir, 3 jours avant de prendre le départ de l'UTMB? C'est con, mais c'est expérience vécue par tout le monde, je pense. Est-ce que si j'ai la possibilité de le faire dans ma vie professionnelle, tenter d'éliminer les rendez-vous un peu stressants que je vais avoir la semaine avant la course, qui vont m'empêcher de dormir parce que ça va me faire cogiter. Enfin, voilà, ce genre de choses. Est-ce que par hasard, j'emmènerai pas mes enfants chez ma belle-mère pour être tranquille? Tu vois, ça peut aller jusque-là. Je plaisante à moitié, hein. Donc, voilà, c'est tellement important. Donc, personne ne va vraiment jusque-là. Et moi, je pense qu'on devrait, si on a la possibilité de le faire. Tout le monde n'est pas professionnel, mais en tout cas, si on a misé, on s'est entraîné pendant 6 mois, on a misé beaucoup d'argent pour prendre le départ de l'UTMB, on a envie de réussir, chacun à son niveau. Souvent, pas assez souvent, de mon point de vue, cette partie prendre soin de son sommeil et faire de l'extension de sommeil avant la course, ça, c'est pas suffisamment pris en compte. Même si, évidemment, les gens vont pas faire la fête la semaine d'avant, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller au-delà et ça doit être, pour moi, presque la priorité numéro 1, comme l'affûtage, quoi. C'est aussi important que l'affûtage, pour pas dire plus. Ça fait partie de l'affûtage d'une certaine façon. Merci beaucoup d'avoir appuyé sur ce point parce que je suis 100% d'accord avec toi. C'est la première fois où je faisais mon sac pour l'échappée belle 1 semaine en avance, c'était prêt. Donc, parce que je me suis déjà retrouvé au dernier moment à quand même faire des trucs à mince. Là, ce gel, il faut que je change. Attends, est-ce que j'ai bien mis ma bonne flasque là-dedans? Et en fait, si tu le fais un week-end en avance, d'un seul coup, en fait, déjà, tu t'enlèves cette espèce de pression mentale qui fait que tu vas peut-être te réveiller et tu te rendors pas. Parce que tu dis, ah mince, mon sac, il n'est pas complètement fini. Bon, allez, je vais le faire, je dormirai plus tard. Et je rebondis juste là-dessus en disant que c'est évident que notre sommeil, il risque d'être altéré dans la semaine précédente parce que on a une pression qui augmente, un stress lié à cette compétition, justement. Donc, il faut aussi apprendre à gérer au mieux cette pression pour justement favoriser le sommeil. Et ça peut passer par de la méditation, par des exercices de respiration. Par de la prépa mentale. Mais voilà, ça fait aussi partie de cette stratégie sur l'hygiène du sommeil, sur apprendre
à favoriser un bon sommeil. Et c'est important. J'ai déjà dépassé la durée que je vous avais prévue, donc je garde les autres questions que j'ai pour une autre fois. En plus, j'ai encore une petite dizaine de minutes à vous demander pour les abonnés, mais je vous propose que pour tout le monde, on s'arrête là, parce qu'en plus, on a déjà brassé des sujets passionnants. Dernière petite question à chacun, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité scientifique ? On essaie de publier sur LinkedIn de manière régulière quand on a des infos sur nos publications ou sur des propositions de master ou de thèse. Donc, pour ma part. Voilà, donc moi aussi, réseaux sociaux, LinkedIn, Insta. Et alors, Insta, peu pour mes travaux scientifiques, enfin, peu d'une façon générale, bon, j'ai quand même un compte. Et puis, j'ai, voilà, c'est pas bien, mais je suis resté sur X, malgré tout. Et puis, j'ai mon site personnel, kinésiologie.com. Tout ça sera mis en description de l'épisode, donc j'invite les auditeurs à aller jeter un œil. Guillaume et Mathieu, merci beaucoup pour toutes vos réponses. On a encore un petit moment, vous et moi, mais déjà pour les auditeurs jusqu'ici, je vous remercie beaucoup pour tout ce savoir que vous nous avez transmis. C'était passionnant. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 2 sur le sommeil en ultra trail. J'espère que mes échanges avec Guillaume et Mathieu vous ont autant apporté qu'à moi, car personnellement, je les ai trouvés passionnants. S'il reste encore beaucoup de questions en suspens, les réponses de mes invités sont précieuses et je les remercie encore une fois pour cela. N'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode sur une autre thématique, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.